Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait combien de temps que je fais cette intro? Je sais même plus. Ça doit faire au moins depuis les années 80. Donc, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo qui n'a pas de miniature parce que YouTube ne veut plus me laisser faire de miniatures. Voilà, j'ai plus le droit de faire mes propres miniatures. C'est triste. Mais voilà. De toute façon, YouTube, ils sont en train de tout supprimer sur YouTube. C'est un peu casse-couille, mais c'est pas grave, on va rien dire. En attendant, moi, je continue mes vidéos, c'est-à-dire, enfin, ma vidéo du coup, parce que c'est la vidéo de la semaine dernière, du coup, c'était la première partie de mes vidéos sur les 8 enclaves, peut-être pas toutes, enfin, peut-être pas nécessairement les plus connues, mais en tout cas, c'est celles qui sont venues d'abord en pensant, ouais, vas-y, 8 enclaves. Du coup, c'est celle dont j'ai décidé de parler. Et la semaine dernière, j'avais fait 4, même si en fait, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Mais je vais essayer de me rattraper avec cette vidéo. Une vidéo peut-être un peu plus longue. Enfin, en tout cas, j'espère. Parce que normalement, j'ai plus de trucs à dire. On espère que c'est vrai. Sachant que il y a une de ces enclaves, j'ai déjà regardé plusieurs fois dans des précédentes vidéos. Et j'espère ne pas en reparler parce que en fait, je me rends compte que ça marche dans toutes les vidéos que je fais, cette histoire. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est par ça qu'on va commencer. Donc, sans plus attendre, je vous propose du coup de parler directement de notre cinquième enclave. On fait comme s'il y avait aucune transition vraiment entre la dernière vidéo et celle-ci. On va parler de l'Irlande du Nord. On a déjà parlé dans plusieurs vidéos, notamment la vidéo des îles partagées, de toutes les îles partagées, que vous pouvez normalement voir apparaître juste ici, par là. Et donc, j'ai littéralement juste ressorti mon speech de la vidéo des îles partagées pour l'Irlande du Nord. Parce qu'en gros, j'ai expliqué pourquoi l'île était partagée. C'est globalement la même raison de pourquoi j'explique que l'Irlande du Nord existe, en gros. Parce que là, c'est le but du coup, c'est de savoir pourquoi cette enclave, pas nécessairement existe, mais pourquoi elle appartient à un autre pays. Donc, petit contexte. L'Irlande du Nord, évidemment, c'est en Irlande, ça vous en doutez. Mais ça appartient au Royaume-Uni. Et si vous avez pas regardé la vidéo d'avant, déjà, allez la regarder de suite, s'il vous plaît. Et puis, ben, en fait, du coup, vous savez peut-être pas ce que c'est une enclave. Du coup, je vais vous faire un petit speech extrêmement rapide. Pour moi, une enclave, c'est-à-dire que vous avez un pays A et vous avez un pays B. Un, c'est pas un pays B, genre le produit intérieur brut, un pays numéro B. Et dans ce pays-là, vous avez un territoire qui appartient au pays A, mais qui ne touche pas le territoire principal du pays A. Et on parle des territoires principaux, c'est-à-dire que là, c'est le territoire où il y a la capitale de pays A. Là, c'est le territoire où il y a la capitale de pays B. Et du coup, il y a un petit territoire dans PIB ou qui touche PIB qui appartient à pays A, mais qui ne touche pas pays A, et où il n'y a pas du coup la capitale. Et donc, pour moi, ça, c'est une enclave, en gros. J'espère que j'étais assez clair. Sachant qu'il peut y avoir d'autres pays, il peut y avoir pays C, pays D, tout ce que vous voulez. Mais tant que pays A a un territoire dans un autre pays qui ne le touche pas personnellement, enfin qui touche pas son territoire principal, pour moi, ça compte comme une enclave. C'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs qui pourraient être considérés comme une enclave. Je vais faire une petite mention honorable, genre la Malaisie et l'Indonésie, sur l'île de Bornéo. Alors là, je vais dire du coup, oui, mais il n'y a pas de, enfin, c'est la Malaisie et l'Indonésie qui se partagent cette île, et il n'y a aucune des deux capitales dessus, du coup, c'est pas des enclaves. Et techniquement, il y a la capitale de Brunei dessus, Bandar Seri Begawan. Donc, techniquement parlant, selon ma description, ça voudrait dire que, alors pas du coup pas l'enclave pardon de l'Indonésie parce que ben, ça touche aucun territoire principal d'un pays, mais par contre la Malaisie ça voudrait dire qu'elle aurait bel et bien une enclave, mais pas en Indonésie au Brunei. C'est ça que j'insinue. Enfin bref, on va passer du coup en Irlande du Nord et on va remonter jusqu'en 1169 avec des envahisseurs normands, mais d'Angleterre. Attention, pas les Normands du Havre, qui ont commencé à coloniser des parties de l'Irlande. Au fil des siècles, le contrôle anglais s'est amplifié. Si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu le speech, je le répète, j'ai déjà dit, j'ai littéralement déjà fait dans ma vidéo des 8 îles partagées, non, de toutes les îles partagées, pardon, entre plusieurs pays. Donc, ensuite, on va partir beaucoup plus tard en 1801, où l'acte d'union a complètement fusionné l'Irlande avec la Grande-Bretagne pour former, attention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, le RUGBI. Mais j'ai pas marqué ça sur mon truc.
Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait rugby et que je trouve ça assez drôle. Est-ce que c'est un rapport? Je pense pas. Enfin bref. Beaucoup d'Irlandais, et notamment des catholiques, en ont voulu à la domination britannique et ils ont cherché l'indépendance. Euh, Même si les protestants, notamment du coup au nord de l'Irlande, vous allez comprendre du coup Irlande du Nord, tout ça, étaient plus en soutien de l'union avec la Grande-Bretagne. Oui, les tensions se sont agrandies au XIVe siècle, culminant des événements comme la Grande Famine, qui a intensifié le sentiment anti-britannique chez les Irlandais. Donc c'est exactement comme ça sonne, c'est-à-dire que alors, c'est au 19e siècle, pardon, pas 14e. Au 19e siècle, il y a eu la Grande Famine. Du coup, ça veut dire qu'en gros, il y avait plus de pommes de terre. Je crois que c'était le truc en Irlande à cause des Britanniques. Et du coup, il y a eu une énorme famine qui a tué plus d'1 million de personnes, je crois. C'était absolument horrible. Et après la remontée de Pâques de 1916, qui s'est passé du coup le jour de Pâques, des mouvements nationalistes irlandais, notamment l'ARI, donc Armée républicaine irlandaise, ont fait une guérilla contre les forces britanniques. Donc une guérilla, c'est quoi? C'est une sorte de coup d'État. La guérilla s'est terminée avec le traité anglo-irlandais de 1921. Ce traité a créé l'État libre irlandais, donc l'ELI, maintenant République d'Irlande, voilà, c'est simple, hein, en tant que dominion auto-gouvernement. Son propre pays à peu près, quoi. Donc ça a donné l'option aux 6 comtés du nord-est de l'île, qui forment aujourd'hui du coup l'Irlande du Nord, de sortir de l'État libre. Et c'est ce qu'ils ont fait le lendemain de la création pardon, de l'État libre, en choisissant de rester au Royaume-Uni. Du coup, ils ont fait ça parce que la population nord-irlandaise est majoritairement protestante et a une identité unioniste et loyale. Ils avaient également peur d'une domination du gouvernement irlandais majoritairement catholique du coup, sachant que leur capitale était à Dublin, donc encore une fois ville prédominamment, je sais pas, principalement catholique, ainsi que de la perte de l'identité et des privilèges britanniques, parce qu'ils avaient quand même évidemment des privilèges, les Britanniques. L'Irlande du Nord est devenue très divisée entre les unionistes, donc majoritairement protestants, qui voulaient rester au Royaume-Uni, et les nationalistes, majoritairement catholiques, qui voulaient se réunir avec la République. Du coup, ça a enchaîné entre 1969 et 1998 les troubles, un conflit violent de presque 30 ans, qui a inclus du coup des groupes paramilitaires, les forces britanniques et beaucoup de victimes civiles. Ils sont finis avec l'accord du Vendredi Saint, qui a créé un gouvernement de partage du pouvoir en Irlande du Nord et qui a établi des chemins paisibles et démocratiques vers une potentielle future réunification. Qui sait, peut-être que 2026 sera leur année. Je ne pense pas. Donc c'est tout pour l'Irlande du Nord, évidemment. J'ai fait rapide parce que on en a déjà parlé et du coup c'est pas nécessairement ultra intéressant de s'attarder sur l'Irlande du Nord, sachant que j'ai déjà fait beaucoup de j'ai une mouche, pardon. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur l'Irlande du Nord, au moins deux c'est sûr, donc en parler une troisième fois. J'ai mes 203, mais bon quand même. Ensuite, je vais vous parler du coup d'une autre enclave. Et en fait, c'est un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas qu'une seule enclave, il y en a 29. Est-ce qu'on se lance quand même? Ben oui, ben oui. Donc, je vais vous parler, déjà le nom est absolument imprononçable, de Bar-le-Hertog. Voilà, si vous savez mieux le prononcer que moi, je suis preneur. Donc, qu'est-ce que c'est Bar-le-Hertog? Pour faire simple, c'est 22 enclaves aux Pays-Bas. Je sais que j'ai dit 29, et c'est parce que dans ces 22 enclaves, il y a faut arrêter là un jour. Il y a 7 enclaves, 7 contre-enclaves, du coup on appelle ça une contre-enclave, c'est-à-dire une enclave dans une enclave, qui appartient du coup forcément aux Pays-Bas, vous vous en doutez. Est-ce que c'est bordélique? Oui, mais il y a une raison à ça. Elle est bordélique aussi, mais on va y aller, ça va aller. On va remonter cette fois au Moyen-Âge, c'est à peu près la même période en fait que pour l'Irlande du Nord, du coup. Où la zone autour de Bar-le, du coup Bar-le c'est évidemment pas, parce qu'il y a évidemment pas que Bar-le-Hertog, parce que vous en doutez c'est une ville belge, mais l'autre partie du coup, tout ce qui entoure ces enclaves s'appelle Bar-le-Nassau, et c'est une ville qui appartient du coup aux Pays-Bas, y compris les contre-enclaves, c'est aussi Bar-le-Nassau. Et du coup le tout, les deux villes, si elles étaient une seule ville qui appartiendrait du coup forcément aux Pays-Bas, ce serait Bar-le. Donc la zone autour de Bar-le, qui était unie, était divisée du coup au Moyen-Âge entre le duc de Brabant, je sais pas comment ça se prononce encore une fois, et le seigneur de Breda. Là, ça doit aller.
Mais à travers des accords féodaux, pardon, le duc de Brabant a préservé des parcelles, de terrain dispersées dans, le territoire contrôlé par, Bréda, et du coup, c'est les origines de Bar-le-Hertog, vous vous en doutez. Donc à travers les siècles, les territoires de Brabant sont passés sous la domination d'abord des Bourguignons, ensuite des Bourguignons, oui, comme le bœuf, ensuite des Habsbourg, là j'ai pas de blague sur la viande, je suis désolé, et enfin des Pays-Bas, espagnols et autrichiens. Oui, oui, les Pays-Bas ont appartenu à l'Espagne et à l'Autriche. Qu'est-ce que vous allez faire? Et quand la Belgique est enfin devenue indépendante en 1830, elle a hérité du coup des territoires appartenant historiquement à Brabant, y compris forcément les enclaves fragmentées à Baarle. Le territoire environnant du coup autour de Baarle, enfin des enclaves fragmentées dans Baarle, appartenait historiquement à la maison de Nassau qui a ensuite dirigé les Pays-Bas. Et pour ceux que ça perd, Nassau, pardon, oui, c'est bel et bien aussi la capitale des Bahamas. On ne va encore une fois pas en parler, s'il vous plaît. Donc, j'en ai vu où, hein. Je m'en perds. Ouh là 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 là. Ok, donc cette partie est devenue, vous en doutez, Bar-le-Nassau, un territoire néerlandais, enfin du territoire néerlandais plutôt. Et plutôt que de nettoyer les frontières, ce qui au final aurait été pas mal, la Belgique et les Pays-Bas ont choisi de respecter les possessions historiques. Sous-entendu, ils avaient la grosse flemme de changer et ils se sont dit, les gens vont se démerder. Est-ce que du coup on peut dire que c'est absolument la meilleure ville pour l'évasion de taxes, sachant que je pense que les taxes sont meilleures aux Pays-Bas qu'en Belgique? Peut-être que je dis de la merde, c'est fort possible. Mais dans tous les cas, forcément, un pays où les taxes sont un peu moins strictes que l'autre, et où du coup, je pense que tout le monde a envie soit d'habiter à Bar-le-Hertog, soit à Bar-le-Nassau, ou tout le monde a envie de fuir Bar-le-Nassau, juste tout simplement, du coup. Ça expliquerait pourquoi il y a si peu de monde à Bar-le-Hertog, d'ailleurs. Enfin bref, j'en étais où? Ok, ensuite, il y a eu 1843. Vous êtes au courant que cette année s'est passée, je pense. Mais qu'est-ce qui s'est passé plutôt en 1843? Beaucoup de choses, y compris le traité de Maastricht. Pas celui auquel vous pensez, un autre. Celui auquel vous pensez, c'est 1912, c'est pas ça. 1843, le traité de Maastricht qui a confirmé du coup les frontières néerlando-belges. L'autre option c'était belgeo-néerlandais, mais c'était encore plus dégueulasse. Basé du coup sur des titres historiques, encore une fois sous du flemme. Et enfin, en 1974 et 1995, oui, ça fait beaucoup d'écart. Des accords de frontières ont précisément cartographié et légalement réparé chaque enclave et contre-enclave. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, du coup, vous l'ai déjà dit, la Belgique a 22 enclaves dans les Pays-Bas et les Pays-Bas ont 7 contre-enclaves dans le territoire belge. De plus, et heureusement j'ai envie de dire, l'adhésion à l'Union Européenne ainsi que la zone Schengen ont supprimé du coup les contrôles aux frontières, ça vous le savez, permettant à Bar-le de fonctionner normalement malgré sa complexité, du coup comme une ville unie et normale. Et évidemment, le seul truc auquel on ne peut pas échapper, je le répète, c'est l'évasion de taxes, des impôts. Voilà. Donc, en gros, petit résumé, c'est fun à visiter, ça doit être casse-couille d'y vivre. Est-ce qu'on peut partir là-dessus? Voilà. Et du coup, maintenant, on va partir sur notre troisième enclave. Donc là, c'est une enclave qui touche deux pays, donc qui touche PIB, toujours pas la produit intérieur brut, et PIC. Là, je vois pas de diminutif. Et surtout que c'est dans un autre continent carrément. C'est extrêmement loin cette enclave, et normalement, elle est sur la miniature. Je- J'avais oublié, je ne peux pas faire de miniature. Donc normalement, elle est pas sur la miniature, sauf si YouTube s'est remis de ses péripéties. On verra bien. Mais du coup, on va parler de la Guyane française. Attention, parce qu'il y a aussi le Guyana, que certains appellent Guyane. C'est un pays indépendant. Voilà. Et si vous vous posez la question, non, la Guyane ne touche pas le Guyana. Même si c'est le même continent, ils sont séparés par le Suriname. Et du coup, la Guyane touche et le Suriname et le Brésil. Moi, je pense que ça devrait appartenir au Suriname pour leur donner plus de territoire.
Enfin, si c'était à donner à un des deux pays, je pense que ça, ce serait mieux de le donner au Suriname, parce que bah, ils ont un peu personne qui habite au Suriname, donc c'est un peu con. Enfin bref, cette fois on remonte à un peu plus récemment, même si c'est pas tout jeune non plus, on remonte à 1643, où la France a établi un contrôle permanent déjà sur la Guyane. Voilà, on remonte à partir de là. Malgré des occupations brèves par d'autres puissances, style les Portugais, les Néerlandais et les Britanniques, la France l'a finalement retenu. D'ici le XVIIIe siècle, la Guyane faisait fermement partie de l'empire colonial français. Cependant, contrairement aux autres colonies, la Guyane ne voulait pas son indépendance. Elle était peu peuplée, complètement dépendante économiquement de la France, et elle manquait d'un mouvement d'indépendance puissant et unifié comparable à ceux présents en Afrique ou en Asie, par exemple, et notamment. Et au lieu de la traiter comme une colonie, la France a gouverné petit à petit comme une extension de la France elle-même. C'est-à-dire que c'est la France 2, quoi. Et un moment décisif est venu après la Seconde Guerre mondiale, littéralement juste après, parce que on va maintenant en 1946, où la Guyane française, je rappelle, s'est transformée en département d'outre-mer, ce qui signifie que les résidents ont obtenu la citoyenneté française complète, une représentation au Parlement français du coup, et le même statut légal que les départements en France métropolitaine. Style, est-ce que vous habitez en Meurthe-et-Moselle? J'imagine que non, parce que c'est bien connu que là-bas il y a des arbres et encore, que des arbres, pardon, et encore. Mais si vous êtes de là-bas, vous avez le même statut qu'un Guyanais. Et j'espère que ça vous rend très heureux. Donc, à partir de là, la Guyane faisait légalement partie de la France et n'était plus une possession, entre guillemets, on sort les guillemets, voilà, possession. Euh, Et dans ce contexte d'après-guerre, la France a autorisé les territoires d'outre-mer à choisir leur statut. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent obtenir l'indépendance? Est-ce qu'ils veulent rester en France? Et devinez ce que la Guyane a choisi. Alors, spoiler alert, on est dans le futur, on sait déjà ce qui s'est passé. Donc, en Guyane, les mouvements politiques locaux favorisaient massivement la continuation de l'intégration avec la France, principalement à cause du soutien économique et des subventions, des services sociaux et de la stabilité politique présente en France. Euh, Tout est non, présent en France plutôt du coup vu que service c'est un mot masculin. Et il y a d'ailleurs jamais eu de référendum réussi ou de mouvement de masse en faveur de l'indépendance en Guyane. En tout cas pas qui ont été cités sur l'internet avec un L apostrophe. Donc la Guyane est également importante pour la France parce qu'évidemment c'est pas que la France qui bénéficie à la Guyane, c'est la Guyane qui bénéficie à la France. Pourquoi? Parce qu'elle détient déjà le centre spatial de Guyane à Kourou. Pour ceux qui connaissent, voilà, s'il y a encore une fois des gens qui habitent à Kourou en Guyane, faites-moi visiter. C'est une belle offre. Et du coup, le centre spatial de Guyane à Kourou, c'est le principal port spatial d'Europe, qui est en Amérique du Sud, pas du Nord, en Amérique du Sud, et c'est le principal d'Europe, parce que c'est logique. Elle donne aussi à la France et à l'Union européenne, du coup, je le répète, une présence en Amérique du Sud, toujours pas du Nord. Et elle contribue aussi à la zone économique exclusive, la ZEE de la France, ce qui, voilà. Donc, et de plus, puisque la Guyane fait légalement partie de la France, c'est une région ultra-périphérique de l'UE, ce qui veut dire que les lois de l'UE s'y appliquent et les résidents sont des citoyens de l'Union européenne. Donc, ça renforce son statut de territoire non colonial sous la loi internationale. Je crois qu'on a fait le tour sur pourquoi la Guyane est toujours en France et n'a pas soit déclaré son indépendance, soit n'est pas soumis au peuple très déterminé et puissant et absolument terrifiant des Surinamais. C'est pour ça. C'est parce que, en gros, c'est des rats. Si on doit conclure de manière très violente. Et enfin, il nous reste un dernier petit truc. Et c'est vraiment tout petit en plus, donc ça tombe très très bien. On va parler de, encore une fois, s'il y a une miniature, ce que j'espère fortement, normalement ça devrait y être. Parce que j'ai des idées de miniature en plus. C'est pas ça le problème, c'est pas que je suis pas original. C'est que c'est YouTube qui m'empêche d'exprimer ma créativité. Et ça, j'aime pas trop YouTube. Arrêtez. Avec un EZ à la fin.
parce que sinon c'est de l'infinitif, et ça veut rien dire. Donc, on va parler de... faut que j'arrête de faire des phrases comme ça qui ne veulent rien dire, franchement, même moi ça me gêne en regardant la vidéo. Message pour le futur moi. Alors, Gibraltar. J'annonce, c'est Gibraltar. Déjà, qu'est-ce que c'est Gibraltar du coup? Parce que j'ai pas fait les présentations, voilà, vous connaissez pas, vous arrivez, vous dites Gibraltar, quel nom de merde, à qui ça peut bien être. Les British, bien sûr, c'est la deuxième enclave britannique en une vidéo. En deux vidéos. En une vidéo, ça fait mieux. Donc, c'est la deuxième enclave britannique en une vidéo. C'est honteux. Et c'est où? C'est tout sud de l'Espagne. C'est pas le point le plus au sud, mais c'est pas loin. Et globalement, c'est un petit rocher, en gros, pour faire simple. Mais ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que ils ont leur drapeau dans la catégorie emoji de tous les téléphones. Ça veut dire que c'est important. Ça veut rien dire en fait. Donc, on va partir durant la guerre de succession espagnole en 1704. On remonte de plus en plus tôt dans le temps. Tard, du coup. Et je parle même plus la langue française. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on est où? Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant la guerre de succession espagnole? Une flotte anglo-néerlandaise, les Néerlandais aussi leur mot à dire là-dedans, pas des masses mais un petit peu, a capturé Gibraltar de l'Espagne en 1704. Donc, pourquoi? La Grande-Bretagne a occupé la forteresse à cause de sa valeur stratégique énorme, qui contrôle l'entrée de la Méditerranée. Voilà, c'est en gros à peu près l'entrée de la Méditerranée. En 1713, il y a eu un autre traité, c'est comme s'il y en avait tous les ans, le traité d'Utrecht aux Pays-Bas. Vous voyez qu'ils ont leur mot à dire. Où l'Espagne est définitivement cédé Gibraltar au Royaume-Uni, a transféré du coup la propriété entière et complète. Plus gros mensonge que l'Espagne n'ait jamais dit. Un des plus gros mensonges. Après, peut-être, on va pas vous buter au peuple inca. Bref. Du coup, la propriété entière et complète du territoire, et c'est accordé sur le fait que si la Grande-Bretagne abandonnait Gibraltar, l'Espagne aurait le premier droit de refus. Est-ce qu'ils refuseraient? Non, clairement pas. Pourquoi? Parce qu'on va voir ensuite que l'Espagne a essayé plusieurs fois de reprendre Gibraltar, sans succès évidemment, sinon il serait pas dans cette vidéo. Pour une raison assez évidente que ça touche l'Espagne, enfin vraiment c'est voilà. Sinon à la place j'aurais parlé de, je sais pas, de Dubrovnik en Croatie ou de Ceuta et Melilla en Espagne mais au Maroc, parce qu'ils sont pas tout doux l'Espagne non plus. Hein. Voilà. Bien que j'ai leur drapeau juste ici dans ma chambre, ça veut pas dire qu'ils sont tout gentils. Hein. Faut pas croire. Non 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 non. Donc sans succès, l'Espagne a essayé de reprendre Gibraltar plusieurs fois, et notamment durant le grand siège de 1779 à 1783. Vous n'aurez pas plus d'infos. Euh... Mais je sais pas écrire, j'arrive pas à lire mes notes, des fois j'écris des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Pardon. C'est catastrophique là. Je me pose le temps que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais dire, donc on va skipper cette partie-là, parce que ça a pas l'air très important. Est-ce que je dis ça parce que je suis en plein rage kit? Oui. Donc, passons en 1967. Tout ce que je viens de dire, vous l'oubliez. Tout, depuis le début de la vidéo, c'est pareil. Donc en 1967, il y a eu un référendum où 99,6% des habitants de Gibraltar, sauf j'imagine les nouveau-nés, parce que peut-être qu'ils ont rien à battre. Enfin bref, ont voté pour rester sous la souveraineté britannique. Puis en 2002, il y a un autre référendum où cette fois 98,97%, il y a quelques rageux qui ont rejoint le petit territoire, ont voté contre la souveraineté partagée entre le Royaume-Uni et l'Espagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce serait un condominium. Allez regarder ma vidéo sur les condominiums. J'ai parlé de l'île des Faisans et tout. C'était bien. Elle était bien cette vidéo. Allez la regarder. Elle est là. Bref, la pub est finie. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Conclusion, les Gibraltariens, oui c'est comme ça qu'ils s'appellent, j'ai vérifié sur mon ami de la vie de tous les jours, Google Traduction, s'identifient comme britanniques et ont constamment rejeté la domination espagnole. Aujourd'hui, Gibraltar c'est un territoire d'outre-mer britannique, autogouverné dans toutes les questions internes, et du coup le Royaume-Uni ne contrôle que la défense et les affaires étrangères.
forcément, parce que vous imaginez bien que Gibraltar n'a pas beaucoup d'amis, pour une raison assez évidente de c'est un rocher. Voilà. C'est pas Petrock non plus, hein, mais c'est un objet. C'est un objet? Non. Je crois que tu peux pas acheter Gibraltar à Ikea non plus, c'est pas. Voilà. Enfin bref. Du coup, ça réduit les arguments qui disent que c'est une colonie, voilà, je ressors les guillemets, dans le sens traditionnel. L'Espagne prétend toujours que le traité d'Utrecht est dépassé et que la décolonisation de Gibraltar devrait impliquer la souveraineté espagnole. Est-ce que ce serait pas se contredire, ça, l'Espagne? Je crois que si. Enfin bref. Cependant, on ressort cependant, le Royaume-Uni rejette quelconque transfert sans consentement gibraltarien. C'est bien, on aime le consentement. L'ONU ne reconnaît pas la souveraineté espagnole sur Gibraltar et le titre du Royaume-Uni via l'autodétermination reste puissant. Et j'aurais pas dû dire cette partie, ça avait un lien avec la partie que j'ai pas compris. C'est pas grave. De toute façon, la vidéo est finie. Enfin, mes notes sont finies en tout cas. This is the end. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez regardé celle d'avant et que vous vous êtes pas trop perdu. Du coup, celle d'avant était un peu moins fun parce que j'étais en plein décès. C'est pas un proche qui était en train de mourir, c'était moi. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Je suis pas prêt à faire la fête, même si dans 11 jours c'est Noël. 11 jours c'est Noël. C'est dire que Marc, ça choque ou c'est comment? Ah, parce que vraiment, août, c'était à 3 semaines en fait. Enfin bref. Normalement, j'aurai le temps de faire une vidéo la semaine prochaine. Normalement. Oui. Ce sera un pays sur 10. Ma prochaine vidéo, je l'annonce. Enfin, si c'est la semaine prochaine, ce sera un pays sur 10. Sinon, si j'ai pas le temps de faire une vidéo la semaine prochaine, ce sera pas un pays sur 10. Est-ce que je viens de roter? Oui. Est-ce que c'est dégueulasse? Oui. Est-ce que j'assume? Oui. Faut assumer. Si jamais je sors pas de vidéo la semaine prochaine, ce sera probablement pas un pays sur 10. Parce que je vais essayer de terminer le projet. Vous savez que je vous ai dit là en août ou en juillet ou en je sais plus quand, là que j'avais dit oui, ça va sortir au plus tard au début de septembre. Ouais, ben j'ai pas fini. Donc j'espère que ça va sortir, que ça va être la dernière vidéo de 2025, ce serait bien. Ça voudrait dire que malheureusement pas de vidéo de Noël cette année. C'est triste, ça me désespère, mais c'est pas grave. On va aller de l'avant. Et voilà. Et il me semble que l'année dernière, j'ai pas fait de vidéo de Noël non plus. Ah, mais si, j'ai fait mes vidéos sur mon calendrier. Mais c'est pas mon calendrier, je peux pas faire de vidéo dessus. Enfin, ce serait un peu délicat. Du coup, je ferai pas de vidéo de Noël. En contrepartie, je ferai 2 vidéos pour le Nouvel An. Dos. Vidéos. Pour le Nouvel An. Et ce sera très bien. J'espère. Ah oui, il faut que je finisse cette vidéo du coup. Merci, 3 fois pour la bonne chance d'avoir regardé cette vidéo, ce vidéogramme. Si vous venez de Meurthe-et-Moselle, oui, je renfonce le bouchon. Et moi, je vous dis à la prochaine fois, avec un prochain la semaine prochaine. Faut que je prenne des cours d'éloquence, je crois. Pour une nouvelle vidéo, pour un épisode de pays sur 10, on espère. Sur quel pays, je sais pas encore. Espérons que j'oublie pas de faire le vote cette fois-ci. Je crois que j'ai fini. Et du coup, bye les patates.